Soyons honnêtes 2 secondes. Sur votre site internet, votre page service, est-ce qu'elle aide vraiment vos visiteurs, donc vos clients potentiels, à se décider à travailler avec vous? Ou au contraire, est-ce qu'elle liste simplement le travail que vous faites, en espérant que le visiteur fasse le lien tout seul? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la page service de votre site internet actuellement ne convertit personne en client, comment passer sur votre site d'une logique de liste de prestations à une vraie offre qui va rassurer le client potentiel et vous différencier de la concurrence, et surtout comment structurer vos pages de service pour réduire l'incertitude et aider le client à se projeter à travailler avec vous. Pour illustrer un petit peu ça, moi de mon côté, pendant des années, en tant que créateur de site web, quand un client me contactait, je lui dis pas de problème, donnez-moi vos besoins et je vous enverrai un devis. C'est-à-dire un beau PDF avec le nom de l'entreprise ici, et puis mon logo qui faisait bien, et puis en dessous, des positions qui expliquaient exactement ce que j'allais faire, et pour chaque position, un prix. Et puis au bout de quelques pages, on arrivait sur un prix final. Ce qui est absurde parce que ça, à cette étape-là, pour moi, c'était un moyen de vendre mon service. C'est-à-dire que j'avais déjà eu le premier contact avec le client, on avait discuté du projet, j'avais pris du temps pour lui faire un devis, et lui, tout ce qu'il avait à faire quand il regardait ce devis, c'était de me dire s'il voulait travailler avec moi ou pas. Et moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que je lui disais, par exemple, mise en place du site internet, je disais développement d'un formulaire en 5 étapes, mise en production, optimisation, adaptation aux vues mobiles, etc., etc., etc. Que des trucs qui étaient purement techniques, qui étaient purement descriptifs et qui, à aucun moment, ne racontaient vraiment ce qui se cachait derrière ces prestations. Et en gros, ce que faisait mon client, comme le font la plupart des clients quand ils reçoivent un devis, c'est qu'ils allaient regarder le prix et ils se demandaient est-ce que ça rentre dans le budget qu'on avait défini ou pas. Et dès le moment que ça rentrait pas dans le budget, le fait d'avoir 50 positions qui détaillent tout ce que je fais, ça n'avait aucune importance pour eux. Et de mon côté, ben, je me donnais aucune chance finalement de vendre ce client-là. Tout ce que je lui disais, c'est voilà le travail que ça me demande de faire votre projet de site internet. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai transformé mes devis en offre de service, qui fait exactement ça. C'est-à-dire que c'est destiné à vendre mon service. Qu'est-ce que je fais? Donc je parle du problème du client, je lui propose ma solution, qui est souvent composée de plusieurs éléments, qui vont être des actions claires que je vais faire pour améliorer leur site internet. Et ensuite, je vais leur expliquer pourquoi ils devraient travailler avec moi. Ensuite, j'ajoute une page, c'est que je vais parler des bénéfices de travailler avec moi, qu'est-ce qui est compris, pourquoi travailler avec moi par rapport à mes références existantes, pour pouvoir leur dire, ben, j'ai déjà fait ça pour un client sous cette forme-là, allez regarder. Je vais ensuite essayer de leur expliquer les délais de mise en place de chaque élément. Je vais leur dire la suite des opérations, ce dont j'ai besoin pour avancer, et à quel moment j'aurai besoin de leur aide. Et ensuite, je vais leur dire l'investissement à imaginer. Et seulement au moment de l'investissement, on aura un prix qui sera soutenu par un annexe qui sera mon devis détaillé. Et du coup, quand mon client potentiel reçoit ça, il reçoit une offre de service complète qui lui donne envie de travailler avec moi. Et à la fin, l'investissement sera comme une logique par rapport à tout le travail que je vais apporter en amont. Il y aura une solution qui va leur apporter des résultats réels et du coup, faire un investissement de ce type sera justifié. Donc, cette offre de service a un pouvoir de vente qui est indéniable par rapport à mes simples devis, qui dans beaucoup de cas d'ailleurs n'amenaient carrément aucune suite de la part du client. Et donc, ce problème d'envoyer à un client qui est hyper chaud un devis qui va simplement lui lister mes prestations, c'est exactement la même erreur que vous faites sur votre site internet avec votre page de service. Donc c'est quoi la page de service standard que je vois sur plein de sites internet et qui est vraiment généralement la très mauvaise manière de présenter les choses? C'est une page de service qui va faire une chose qui va documenter votre travail. Par exemple, vous êtes une entreprise de construction, vous faites de la maçonnerie, vous faites du terrassement, vous faites de la gestion de chantier, vous faites du génie civil. Bonjour, on fait ça. Et vous aurez peut-être une page service global ou une page séparée, mais la question sera la même, c'est que vous allez décrire vraiment ce que vous faites. Seulement, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que la plupart des visiteurs sur votre site internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils scannent. Ils vont pas prendre le temps de tout lire en détail. Comme vous faites votre métier quelque part, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il peut vous faire confiance et est-ce que vous pouvez réaliser un projet précis ou répondre à un besoin précis. Et quand vous faites comme ça de la documentation, il va devoir comprendre ce que vous faites, peut-être parce que vous utilisez en plus des termes techniques. Il devra mettre ça en parallèle avec son besoin. Il devra se dire, OK, il est capable de m'aider, et ensuite se dire, bah, je vais le contacter. Donc, c'est le premier problème, c'est que vous êtes en train de documenter quelque chose qui devrait être présenté de manière complètement différente pour vraiment intéresser votre client potentiel. Ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on hiérarchise pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas hiérarchiser? C'est qu'on a souvent ce que j'appelle la page fourre-tout services, nos prestations. Là-dedans, justement, on va lister tous les services, exactement comme je l'ai présenté ici. La personne qui voit ça, elle n'a pas l'impression qu'il y a un service en particulier qui est important. Et son besoin, lui, c'est généralement pas juste un service comme ça qui existe en vase clos. C'est pas juste typiquement maçonnerie. C'est un besoin concret. La personne est peut-être à la recherche d'une entreprise de construction qui a même de construire sa villa. Et présenté comme ça, ces éléments-là, ils sont à même de le faire. Et présenté comme ça, ces éléments, ils sont à même de le faire, on est d'accord. Mais c'est pas du tout packagé de manière à dire, voilà, on est capable de faire ce travail-là. Et donc, en faisant ça, en ayant une page service comme ça globale, le premier problème, c'est Google, c'est la recherche. Les gens ne vont jamais taper paysagiste service
sur Google. Ça, personne ne va le taper. Par contre, ils vont taper taille d'arbre, architecture paysagère, ils vont taper un service précis. Et le fait d'avoir une page tout entière dédiée à ce service-là, c'est un indicateur à Google qui est hyper important. Ça va lui dire, on a créé une page pour ça, donc il y a un titre principal qui dit ça, et on a un contenu entier consacré que à ça. Dit que si vous avez une page service hyper longue avec juste une petite partie ici qui parle de l'architecture paysagère, et bien en fait Google il va avoir beaucoup plus de mal à trouver cette information et il va la considérer comme moins importante naturellement parce que ça ne sera pas une page à part entière. Donc par rapport à d'autres entreprises, vous passerez au second plan. Et derrière, l'autre problème, c'est le visiteur. Le visiteur, quand vous lui donnez comme ça 7 ou 8 services à la suite, bah, ce qu'il n'a pas, lui, c'est une hiérarchie. Il ne sait pas lequel est plus important que l'autre. Il n'a pas une vision claire de ce que ça représente, ces services ensemble. Donc qu'est-ce qu'en fait on a comme résultat en fonction du service qui est proposé. Et en fait, vous donnez jamais à ce service-là la chance de convaincre le visiteur. Dernière chose, on ne présente pas une offre. Ce que vous faites quand vous faites une page de service comme ça, c'est que vous ne présentez pas une offre, vous présentez généralement justement, vous documentez une liste de travaux que vous êtes à même de faire. Pour reprendre l'exemple d'avant avec l'entreprise de construction, donc on fait peut-être effectivement de la maçonnerie, on fait peut-être effectivement du terrassement, on fait peut-être effectivement de la gestion de chantier. Est-ce que tout ça, mis ensemble, ça pourrait pas être une offre complète que vous faites d'ailleurs tout le temps, qui est la construction de villas familiales? Est-ce que ça n'a pas plus de sens pour la personne qui veut travailler avec vous que ça? Donc plutôt que d'avoir trois services que vous mettez sur une page arbitrairement, vous prenez une offre précise qui va comprendre ce travail-là intrinsèquement. Mais la personne, elle n'a pas besoin de savoir, en fait, en détail, ce qui se passe quand on construit une maison. Ce qu'elle a besoin de savoir, c'est si vous êtes à même de faire ça, si vous pouvez lui éliminer la charge mentale que ça va être de gérer un chantier, et si vous pouvez lui donner le résultat qu'elle attend. Et du coup, vous allez appeler cette offre, par exemple, votre villa familiale clé en main. Et ensuite, toute votre page peut n'adresser que cette question-là. Je reviendrai d'ailleurs sur le contenu d'une page de ce type-là. Donc pour créer vos pages de service ou pour restructurer ce qui existe, il y a des questions qu'il faut se poser. La question, c'est pas se dire simplement quel service je propose. C'est de se dire en fait qu'est-ce que représentent ces services au niveau de ce que vous vendez en général. Et dans certains cas, certains de ces services justement peuvent faire office de pack où vous avez carrément une offre qui comprend plusieurs services à l'intérieur. Mais surtout, sortez vos services de cette page service, désolé pour les doublons avec ce mot-là, et allez en faire des pages uniques qui vont parler que de ça. Parce que même si vos prestations ne peuvent pas se transformer sous la forme d'un pack et d'une offre spéciale, chacun de ces services est une offre en elle-même. Et chacun de ces services s'adresse à une cible potentiellement différente. Pour reprendre l'exemple de l'entreprise de construction, il y a un service qui était en plus de ce que j'ai listé, c'est le génie civil. Le génie civil n'a rien à voir avec une construction de villa familiale. Donc c'est quelque chose qui doit forcément, d'un point de vue structurel, être positionné ailleurs et qui doit être explicité tout seul. Et si par exemple en termes de génie civil vous êtes spécialisé dans la construction de route, ben, vous allez peut-être plutôt renommer ça construction de route. Ensuite, l'autre question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des services moins importants, donc vous en avez peut-être 4 ou 5 qui sont vraiment cruciaux, ou bien même juste 2 ou 3. Et ensuite, vous avez peut-être des plus petits services comme ça, qui vont des plus ponctuellement. Et ceux-là, est-ce qu'ils peuvent pas, plutôt que d'être dans le menu principal ou mis vraiment en avant, être présents juste dans le pied de page sous la forme d'une petite page? Moi, je vous conseillerais d'éviter, de manière générale, de faire des pages hautes services. Mais si vous êtes dans une situation, c'est que vous ne savez pas trop quoi dire sur ces services, que c'est des choses que vous vendez peu, vous pouvez très bien les hiérarchiser et en faire une page à part, qui est une page un peu fourre-tout pour ces petits services-là. Mais de nouveau, réfléchissez bien, parce que si par exemple vous faites de la taille d'arbre, je reprends l'exemple du paysagiste, ben, la taille d'arbre c'est quelque chose qui est saisonnier. Et si vous avez une page à disposition qui s'appelle taille d'arbre, ben, ça vous permet de la mettre en avant dans les menus pendant des périodes estivales pour que les gens sachent qu'ils peuvent venir faire de la taille d'arbre en automne, avant l'hiver ou des choses comme ça. Même chose avec le déneigement. Et le fait d'avoir une page séparée pour ça, ça vous permet ben, finalement de communiquer plus facilement dessus. Pas seulement sur votre site, mais aussi ailleurs, réseaux sociaux, email, ce que vous voulez. Donc pensez aussi à ça. Et de manière organique, même si c'est des services qui sont un peu moins importants, eh ben Google va naturellement amener du monde vers ces pages-là, puisque c'est les pages que vous aurez consacrées tout entières à ce service. Donc en fait, c'est vraiment important de penser à cette hiérarchie, parce que ça va vraiment conditionner la manière dont ils vont être présentés sur le site. Et du coup, je viens à la suite, c'est que faut arrêter de penser à des pages de service et penser à des pages d'offres. Qu'est-ce que ça implique techniquement? Ça implique qu'on ne va pas réfléchir à l'action, on va penser au résultat. Je reprends mon analogie de tout à l'heure, mais le devis, c'est exactement ça, c'est une liste d'actions. Et une liste d'actions, finalement, c'est une série de services, une série de travaux. C'est quelque chose qui ne vend rien en soi, mais par contre, ça incite le visiteur à faire des comparaisons. On lui fait comparer les différents services que vous proposez, quand vous les listez simplement comme ça, aux autres prestataires. Alors que quand vous venez avec une offre, vous allez proposer un résultat. Vous allez dire, en gros, vous allez obtenir le jardin de vos rêves, la maison où c'est que vous allez voir grandir vos enfants, une liberté d'esprit
énorme parce qu'on s'occupe de la gestion administrative de vos entreprises, des réductions d'impôts parce qu'on est un super fiduciaire. C'est pas qu'une question de rephraser la proposition de valeur, c'est une question de structurer l'offre différemment. Que gestion administrative, c'est vachement moins glamour que économiser 10 heures par semaine. Ça, c'est un service, ça, c'est un résultat. Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'offre, elle est décorrélée du travail réel. Donc, c'est plus juste un service qui représente X heures, qui peut être calculé en termes de prix derrière. C'est une offre qui a une valeur précise qui est difficile à mesurer. Vous faire économiser 10 heures par semaine de temps, bah, du coup, ça a une valeur énorme. Et à ce moment-là, la question de savoir combien d'heures ça vous prend pour le faire, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que le prix, il est, je sais pas, 30% moins important que ce que ça va vous économiser finalement sur le mois. Et donc, l'offre, généralement, c'est vraiment un moyen de proposer une solution à un problème que le client il a, plutôt que simplement lui donner les caractéristiques de comment on pourrait résoudre cette solution. Et donc, ce que fait essentiellement une offre aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on réduit l'incertitude. Une des grosses craintes, ça c'est quelque chose qui est psychologique, une des grosses craintes des gens, c'est généralement d'éliminer un stress mental. Donc, dans cette logique-là, on achète rarement ce qui nous fait le plus envie, mais plutôt ce qu'on peut prévoir sans stress, sans se poser de questions. C'est pour ça que on va souvent acheter plutôt le médicament de marque plutôt que le générique, même s'il est plus cher. Parce qu'on a une marque qu'on connaît, qui est reconnue, et on est rassuré par cette marque et on va plutôt acheter ça, plutôt que le générique où on ne connaît pas la marque, etc. Même si on sait que c'est la même molécule. C'est pour ça aussi que des produits qui sont identiques, mais qui ont un prix plus cher, naturellement vont nous faire croire qu'ils ont plus de valeur. Donc c'est tous des biais psychologiques qui font que quand on doit se décider pour quelque chose, surtout quelque chose d'aussi important que choisir une entreprise de service pour des services qui vont coûter des millions de francs ou d'euros parfois, ben, le fait de répondre à une série de questions très vite pour faciliter la décision de la personne, c'est très important. Donc répondre à des questions comme est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Ou alors perdre du temps? Est-ce que je peux leur faire confiance? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une bonne page de service, donc une bonne page d'offre, doit pouvoir répondre à ces questions. Et c'est aussi important, justement, de clarifier le message pour que le choix soit plus facile. C'est pour ça que des logiciels, par exemple, ils parlent en termes de formules. Il y a deux ou trois formules du logiciel avec des prix qui varient en fonction de la formule choisie. C'est pour ça aussi que dans les restaurants, on a des menus. Mais simplement parce qu'elles font les choix déjà pour nous, et ben on aura plus tendance à les choisir. C'est aussi pour ça que les coachings, qui sont généralement des services où la personne vend son temps quelque part, sont beaucoup plus représentés sous forme de 3 sessions ou sous forme d'accompagnement. Comme si c'était en fait un élément entier en soi qui a un prix défini. Et que le nombre d'heures à l'intérieur et tout n'avait pas d'importance. Sur un site internet, on a en général entre 2 et 3% de conversion, d'accord? Un site avec une page de service simple, c'est même beaucoup moins que ça, d'accord? Mais si vous transformez vos pages de service en page d'offre, donc en page quelque part de vente, la conversion, elle peut passer à 5, 10, voire 20% si vous faites bien le travail et si vous avez des visites de personnes qui sont déjà qualifiées. Parce qu'en fait, on élimine beaucoup de questions en faisant un gros travail de fond pour présenter ce service sous le meilleur jour possible. Donc justement, dans ce sujet-là, comment transformer une page de service descriptive en une page avec une offre cohérente qui donne envie d'acheter, vous prenez votre offre que vous connaissez déjà et vous allez lui donner une proposition de valeur forte. Comme j'ai dit avant, par exemple, votre villa familiale clé en main. La table 2, on va faire de l'empathie. Donc on va mettre en place la situation du client. Ça va être par exemple peur de devoir gérer 15 prestataires différents, d'avoir des délais qui s'allongent, que votre projet de vie se transforme en cauchemar. Ça, c'est déjà de l'empathie. On situe le problème, on explique au client la situation dans laquelle il est et idéalement ce qu'il n'a pas envie d'expérimenter. Donc ses peurs, ses frustrations, ses contraintes, etc. L'étape 3, c'est l'offre. C'est en fait qu'est-ce que nous, on fait comme résultat. Donc ça va être gestion complète, suivi de A à Z, pas de charge mentale additionnelle parce qu'on s'occupe de tout, vous n'avez pas besoin de connaître la technique, etc., etc. Donc on prend en gros les peurs principales du client et on les retourne en disant voilà comment nous, on vous offre une solution qui ne va pas vous faire peur, une solution qui va vous rassurer, une solution qui va être évidente pour vous. Ensuite, section suivante, on va transformer en fait les caractéristiques de votre offre en bénéfice. Parce qu'en fait, l'étape ici, c'est de donner la solution à un problème, et ici, c'est de renforcer ça avec des bénéfices réels. Et l'idée, c'est de prendre des caractéristiques. Par exemple, si on reprend mon idée du devis initialement, dans un devis, j'aurais dit mise en place d'un formulaire en 5 étapes. Et bien ça va se transformer en bénéfice qui va être création de formulaires qui double les conversions. Ensuite, l'étape numéro 6, ça va d'expliquer la suite. Donc les étapes suivantes. Qu'est-ce qui se passe si vous nous contactez? Alors, par exemple, on va vous renvoyer un devis
dans la semaine. Une fois qu'on a reçu le devis, que le devis a été validé de votre côté, on va coordonner les corps de métier. Il faut vous attendre à un suivi de chantier hebdomadaire où c'est que vous devriez être là. Tous les jours, le contremaître va vous envoyer un rapport, etc., 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 jusqu'à ce que la personne puisse enfin mettre les pieds dans sa nouvelle maison. L'idée, c'est d'éliminer tout questionnement sur qu'est-ce qui se passe ensuite. Comme ça, la personne, elle a une vision long terme et elle peut se dire, je sais vraiment l'ensemble du processus et je suis donc rassuré de la suite des opérations. Puis, on va aller faire de la preuve, donc essentiellement preuve sociale, c'est-à-dire les témoignages, les petites étoiles comme ça, vous connaissez, hein. Mettre des logos clients, si ça peut renforcer la valeur que vous représentez aux gens en vous associant à d'autres entreprises ou à des créations que vous avez déjà faites, et justement mettre en avant des références. L'idée donc là, c'est d'instaurer de la confiance avec la personne en lui disant, on a déjà des gens qui travaillent avec nous, ils sont contents. On a déjà travaillé avec des clients renommés, ils sont contents puisqu'on met leur logo sur notre site, et on a des références de qualité que vous pouvez aller voir. Ensuite, on va faire une FAQ ou trouver un moyen d'éliminer les objections et puis informer au maximum sur les détails de l'offre s'il y a encore des questions qui sont ouvertes. Par exemple, quels sont les délais, comment est-ce que vous communiquez par la suite, est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires auxquels je dois m'attendre, etc. Et je me rends compte d'ailleurs juste maintenant que j'avais pas mis le numéro 5 ici, mais on s'en fiche, c'est pas grave, c'est juste qu'on aura une étape 9 bis. L'étape 9 pour moi, c'est de prendre les caractéristiques de l'offre à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qui comprend mon offre. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus concret où vous pouvez plus entrer dans la technique. Et l'étape donc 9 réelle, c'est ce qu'on appelle le CTA, donc l'appel à l'action, le gros bouton. Et là, essayez d'éviter de faire le simple contactez-nous, hein, essayez de dire obtenir un devis gratuit, présentez-moi votre projet, vérifiez si cette offre est faite pour vous, etc., etc. L'appel à l'action, finalement, doit répondre à une action concrète par rapport au reste de l'offre que vous avez faite. Le fait finalement d'avoir un appel à l'action qui est très précis par rapport à ce que vous vendez sur la page, ça va instinctivement pousser la personne à cliquer dessus beaucoup plus facilement. Et en bonus, d'ajouter sans engagement de sous, ou 100% gratuit, ou réponse sous 48 heures, ça en mange pas de pain, de rassurer avant même que la personne clique. Donc le vrai objectif d'une page de service, c'est pas d'aider la personne à comprendre ce que vous faites, c'est de l'aider à se décider à travailler avec vous. Et finalement à se projeter en client satisfait une fois qu'il aura travaillé avec vous. Et si vous avez fait très bien ce travail sur votre page de vente, et que la personne a bien cliqué sur le super bouton que vous avez fait avec une action claire que vous aurez notée dessus, et ben, elle va arriver sur une page de contact. Et sur la page de contact, on a souvent, même très souvent, un formulaire de contact. Et ça, c'est quelque chose qui est très négligé parce que c'est à la fois le dernier obstacle avant la conversion et c'est à la fois un outil de qualification qui est puissant. Donc, il peut vous faire perdre des clients potentiels, mais il peut aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Et donc, c'est un jeu d'équilibriste pour réussir à faire le formulaire de contact idéal pour votre entreprise de service. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo complète à ce sujet juste ici. Optimisez à balle votre formulaire de contact. On se voit là-bas.